Bonsoir messieurs, dames. Merci d'être venus ce soir aux Archives de Paris pour écouter la deuxième conférence dans le cadre du cycle qui est organisé et conçu en partenariat avec le comité d'histoire de la ville de Paris et qui s'intitule « Les arts du superflu, un luxe indispensable ». Donc nous recevons ce soir Madame Claire Lemercier, qui est directrice de recherche au CNRS et chargée de cours à Sciences Po. Elle va nous parler donc de la fabrique des fleurs artificielles. Et comme vous le savez, vous aurez un temps d'échange à l'issue de la conférence. Donc n'hésitez pas à prendre des notes en cours d'écoute. Je vous signale par ailleurs que les conférences sont enregistrées et disponibles sur le site de la ville de Paris en passant par la présentation du comité d'histoire de la ville de Paris ou directement sur la chaîne YouTube du comité d'histoire. Merci à vous et bonne conférence. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Vous me dites si on n'entend pas très bien, y compris plus tard dans la conférence. Je voudrais remercier le comité d'histoire et les archives de Paris d'avoir organisé ce cycle et avant ça, les archives de Paris d'avoir commencé à valoriser ce magnifique fonds des dessins et modèles. J'espère que vous avez déjà eu l'occasion de voir la petite exposition qui est derrière nous. Et un fonds d'autant plus étonnant et émouvant pour moi. Donc, depuis une bonne dizaine d'années, je m'étais intéressée à cette industrie des fleurs artificielles sans travailler à temps plein dessus, mais j'avais découvert son histoire qui est assez originale et étonnante. Et en même temps, j'avais très peu vu de fleurs artificielles, surtout de l'époque sur laquelle j'ai le plus travaillé, le Second Empire, parce que ces petites choses se conservent très mal. Même lorsque les musées de la mode en possèdent, ils les exposent rarement parce que c'est très fragile. Et donc la chance qu'on a avec les modèles, c'est qu'ils aient été très bien conservés et maintenant inventoriés par les archivistes et aussi qu'ils n'aient jamais été portés, ce qui leur a évité l'usure de la lumière et qui nous permet de les regarder encore aujourd'hui. Donc c'est un vrai plaisir de vous parler un petit peu de cette industrie. Je vais commencer en vous expliquant comment je suis venue à m'y intéresser en vous lisant une petite citation qui ouvre le premier chapitre de la statistique de l'industrie parisienne, qui a un monument d'un bon millier de pages que vous pouvez consulter ici aux archives, qui avait été fabriqué par la Chambre de commerce de Paris suite à la Révolution de 1848. En fait, c'était la rencontre d'un intérêt statistique assez ancien d'un type qui s'appelait Horace Say, le fils d'un économiste très célèbre de l'époque, Jean-Baptiste Say. Horace Say était très impliqué dans les affaires parisiennes, à la municipalité, la chambre de commerce. Il avait des envies de statistiques, qui était une science très nouvelle à l'époque. Et ça a rencontré un autre intérêt, qui était un intérêt un peu contre-révolutionnaire, on peut le dire, de la chambre de commerce, qui était de montrer à quel point la révolution avait nui à l'industrie en créant du chômage et ainsi de suite. Et donc ils se sont dit, en 1848-49, on va lancer une grande enquête, on va aller dans chaque maison à Paris, pour voir s'il y a des industries et lesquelles, combien d'ouvriers, d'ouvrières, d'enfants et ainsi de suite. Et on va voir si la situation des ouvriers, notamment salariale, est vraiment si mauvaise que ce que nous disent les socialistes. On va essayer de montrer que non, bien sûr, c'était leur idée. Et puis on va demander au patron si la révolution a nui à l'activité. Donc tout ça produit ce vrai monument de statistiques que vous pouvez regarder, c'est toujours assez impressionnant, et qui s'ouvre, avant les chiffres, qui sont très nombreux, sur cette description qui dit « Paris a depuis longtemps pris sa place au nombre des villes manufacturières de premier ordre en France. Ces produits, variés à l'infini, sont connus du monde entier et ont un cachet spécial qui les fait rechercher les consommateurs. Ils se ressentent de la culture des beaux-arts et des sciences, ainsi que du voisinage de tant de collections précieuses, mises libéralement à la disposition de tous ceux qui veulent y puiser des inspirations. » Vous savez que l'ouverture au public des musées était une nouveauté d'après la Révolution française. Les fabricants dirigent souvent et subissent aussi à leur tour les caprices de la mode et le goût d'un monde élégant. Les ouvriers vifs et intelligents se plient avec une adresse merveilleuse à tous les changements de forme et à une constante appropriation des choses au goût des acheteurs. C'est ainsi que l'industrie parisienne arrive à se procurer des débouchés faciles, d'abord par une consommation locale importante et ensuite par de nombreux envois en France et à l'étranger. Donc là, on ne parle pas que des fleurs artificielles, mais en fait, ce type de description, qui est une description des articles de Paris en général, de tous ces articles de luxe et de mode que vous allez voir au fil des conférences, les bronzes pour mettre sur les cheminées, les éventails, les parfums et ainsi de suite. Cette description, elle est souvent répétée en prenant des fleurs artificielles, l'exemple extrême, le meilleur symbole de toutes ces qualités que je viens de vous citer.
Et ces descriptions, elles sont très très fréquentes dans les discours des économistes de l'époque. Aujourd'hui, quand on pense à la mi-19e siècle, on pense peut-être plus volontiers au chemin de fer, aux mines, à la première sidérurgie, au Creusot ou je ne sais quoi. Mais en fait, la croissance française de l'époque, elle était aussi menée par ces industries de luxe et de mode, qui avaient donc une organisation très très différente, que je vais vous exposer aujourd'hui, pas du tout dans des grandes usines à la campagne, mais dans des petits ateliers en ville. Et cet aspect était très visible, évidemment, des observateurs parisiens, parce que ça se voyait dans la morphologie même de la ville. Et les économistes de l'époque étaient très très favorables à ce type d'industrie, très flexible, très exportatrice, donc très favorable au libre-échange. Ils promouvaient ça bien plus que finalement le développement des mines ou des grandes fabriques textiles à la campagne. Donc, quand je travaillais sur les économies, sur les chambres de commerce, etc. à l'époque, j'avais très souvent croisé cette histoire de fleurs artificielles comme étant l'exemple de l'industrie typiquement parisienne, typiquement française, du bon goût français, du bon goût parisien, de ce qu'on savait bien faire et qui procurait des grands avantages économiques. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comme ça ce que les contemporains en disaient, pourquoi cette industrie avait une grande importance dans les discours, dans les décisions des élites, et puis ce qu'on peut savoir, souvent un peu indirectement, mais de la réalité des fabrications, de la vie des ouvriers, ouvrières, et ainsi de suite. Donc tout d'abord, de quoi est-ce qu'on parle en fait? Pourquoi ces fleurs artificielles? C'est quand même, ça semble un petit truc. En fait, il faut voir que dans la mode du 19e siècle et du début du 20e siècle, c'était des accessoires très importants, les fleurs. On en mettait à pas mal d'endroits. On en mettait sur les robes féminines. En fait, c'est une mode qui avait commencé au 18e siècle. Donc on voit, quand on se pose la question, finalement, on voit assez souvent des fleurs qui ornent des robes au 18e siècle. Et c'est très difficile de savoir s'il s'agit de fleurs naturelles ou artificielles. Ce dont on a l'impression, c'est qu'en fait, c'est plutôt une mode de la fleur naturelle qui s'est répandue d'abord, à plusieurs moments dans le siècle, d'abord un peu sous Louis XV, et ensuite avec Marie-Antoinette. Parmi les différentes choses, on va venir sur les chapeaux, mais parmi les différentes choses qu'on mettait sur les perruques, il y avait des fleurs naturelles. Il y a une satire des chapeaux de l'époque, en plus du fait qu'on puisse y mettre un bateau, qui dit que pour pouvoir y mettre des fleurs naturelles, il fallait mettre un vase avec de l'eau, et que c'était quand même pas très confortable au bout d'un moment. Donc, en tout cas, c'est difficile de savoir exactement quelle était l'ampleur du phénomène, et c'était clairement quelque chose qui ne valait qu'à la cour, d'avoir comme ça des fleurs sur les chapeaux ou les robes. Mais manifestement, à un moment dans le XVIIIe siècle, au moins à la cour, on a commencé à se dire que les fleurs c'était très beau et que artificiel ce serait plus pratique. Donc c'est le moment où les techniques de fabrication de fleurs artificielles, qui étaient assez embryonnaires mais qui venaient d'Italie, se sont établies à la cour en France, en fait, un petit peu sous Louis XV et surtout à l'époque de Marie-Antoinette. Et au XIXe siècle, on trouve beaucoup plus souvent des robes qui ont des fleurs. Alors c'est plutôt des robes de bal, quand même, pas forcément des robes pour la journée, mais qui ont des fleurs à différents endroits, ourlées, en colure et ainsi de suite. On trouve aussi des fleurs artificielles dans les églises, assez peu dans les cimetières. Aujourd'hui, je pense que quand on pense fleurs artificielles, on pense cimetière. À l'époque, il y avait aussi un important débouché dans les églises, mais je vais assez peu en parler parce que c'était des fleurs de moindre qualité, de la vie générale, plus faites pour être vues de loin aussi que de près. Et donc, qui étaient relativement plus souvent fabriquées en province et notamment dans des couvents, voire parfois dans des prisons. Par ailleurs, mais avec des formes du coup de rémunération du travail un peu différentes. Mais donc les principaux débouchés de la fabrique de Paris, c'était un peu les robes selon les modes et surtout les chapeaux féminins. Donc sachant que la mode évidemment changeait, on l'a vu dès la première citation, la mode changeait tout le temps et c'est pas toujours les mêmes fleurs qui étaient à la mode ou la même façon de les monter, mais il y a rarement eu des modes de chapeaux qui n'incluaient pas des fleurs sous une forme ou sous une autre, on va dire, au XIXe siècle, au moins à partir des années 1820, et jusqu'au début du XXe siècle, puisque là, j'ai fait sauter la légende, je ne sais comment, mais c'est une photo que ma maman a bien voulu prendre en 2014 à l'exposition du Petit Palais sur l'exposition universelle de Paris, donc c'est autour de 1900, ce chapeau-là. Et je vous ai mis une photo qui est derrière nous d'une photographie d'un modèle de chapeau déposé ici, qui date cette fois de 1927, où on dit habituellement que la mode a énormément changé après la Première Guerre mondiale par rapport à ce qu'il y avait cours avant, et c'est très vrai, mais on continue à mettre fondamentalement des fleurs artificielles sur les chapeaux. Donc d'où le fait que, avec ce débouché essentiellement sur les têtes des femmes, qui se démocratise fortement tout au long du XIXe siècle, c'est-à-dire que des femmes de classe de moins en moins élevée veulent aussi avoir des fleurs sur leur chapeau.
on a une très grande expansion du nombre de fabricants et d'ouvriers, et notamment d'ouvrières, à Paris, puisque donc on décompte une centaine de fabricants et fabricantes vers 1820, sans doute pas loin de 1000 vers 1855, et encore plus sans doute à la fin du siècle, quelques milliers probablement, début du XXe siècle. Et donc on arrive là aussi à 10 000 ouvriers et ouvrières dans les années 1860, uniquement pour Paris, et 20 000 au début du XXe siècle. Alors certains de ces chiffres sont approximatifs, pas seulement parce que c'est difficile de faire des statistiques sur le XIXe siècle, mais parce qu'il y a la question fleurs et plumes. Donc vous avez vu les plumes dans les vitrines et vous en réentendrez parler dans les conférences. Donc les plumes, c'est aussi une industrie qui vise à être utilisée surtout sur les chapeaux, même si occasionnellement sur les robes, qui a une matière première bien différente, quoique certaines fleurs soient faites de plumes. Mais en général, les fleurs, notamment de bonne qualité, sont faites plutôt avec de la soie et quelques autres matériaux pour faire les tiges et ainsi de suite. Mais donc les plumes sont parfois à la mode sur les chapeaux. Et pas mal de fabricants et plus encore d'ouvriers alternent en fait le travail de la plume et celui de la fleur selon les modes, selon que la demande est plus ou moins forte pour l'un ou pour l'autre. Notamment, il y a un petit peu une tendance annuelle qui est plus de fleurs sur les chapeaux en été, même s'il y en a aussi en hiver, et plus de plumes en hiver. Donc on a un certain nombre d'ouvriers, d'ouvrières, voire de fabricants, qui passent de l'un à l'autre au cours de l'année en proportion variable, d'où ces chiffres qui souvent mélangent les fleurs et les plumes. Alors c'est bizarre de se dire qu'on va travailler du coup ces matières premières assez différentes, mais on va voir quelles sont les opérations de base pour faire une fleur. Mais dans les deux cas, en fait, il y a des questions de découpage, surtout pour les fleurs, et de teinture, aussi bien pour les fleurs que pour les plumes, qui utilisent pour partie les mêmes outils, les mêmes colorants. Et donc ça peut avoir un sens que ce soit les mêmes personnes qui se chargent des deux. Par ailleurs, il y a aussi des chapeaux qui comprennent à la fois des fleurs et des plumes. Et donc le fait de savoir arranger les deux ensemble, faire un montage qui comprenne les deux, peut constituer un des éléments de la production de luxe. Donc tout ça, ça fait du monde. Et vous voyez que ce n'est pas une industrie si petite que ça, même si elle est bien oubliée aujourd'hui. Aujourd'hui, on compte 4 ou 5 fabricants, je crois, qui travaillent pour la haute couture, pour ce qui est des fleurs, et pour Las Vegas, pour ce qui est des plumes. Et la haute couture aussi. Mais donc, c'est des savoir-faire qui sont encore enseignés dans un lycée parisien, mais qui sont c'est toujours fait de la même façon qu'au XIXe siècle, mais c'est assez largement oublié. Mais c'était donc une industrie assez importante, et si on se situe sous le Second Empire, c'est, selon les enquêtes de la Chambre de commerce, 10% des femmes qui travaillent dans une industrie à Paris travaillent dans la fabrication des fleurs artificielles. Donc, parce que c'est une industrie extrêmement féminisée. Alors maintenant, je vais venir un peu, c'est pas grave si vous pouvez pas lire, sauf peut-être les premiers rangs, les extraits, je vais vous raconter ou vous lire ce qu'il y a dessus, c'est aussi un aide-mémoire pour moi. Je vais venir un petit peu à comment on fabrique ces fleurs et quelles sont les valeurs qui sous-tendent cette profession, cette industrie, qu'est-ce que les fabricants essayent de faire, qu'est-ce qui est reconnu comme étant l'élite de la fabrication des fleurs artificielles. Parce que ce qui est assez frappant, un peu surprenant peut-être au premier abord, ce sont les liens très forts qu'entretient la fabrication des fleurs artificielles, aussi bien avec les arts qu'avec les sciences. Avec les arts, peut-être que ça dira quelque chose à certains d'entre vous, c'est lié à la peinture de fleurs, qui est une spécialité tout à fait reconnue de la peinture au XIXe siècle, qu'on enseigne dans les académies, qui est aussi une spécialité d'ailleurs très féminisée. Les femmes qui arrivent à vivre comme peintres professionnels sont assez souvent des peintres de fleurs. Donc, c'est des bouquets de fleurs en peinture, c'est une des choses qui se vend assez bien. Et lorsqu'on veut dire qu'un fleuriste ou une fleuriste est particulièrement produit des choses d'une qualité particulière dans le métier, on indique parfois, par exemple, la citoyenne Roux, qui était une des premières fleuristes importantes, puisque donc elle travaillait sous la Révolution, il lui est arrivé d'exposer dans des salons de peinture pour dire que c'était vraiment des fleurs magnifiques, puisqu'on pouvait les exposer à côté de bouquets peints. Alors, la citoyenne Roux était la femme de Vital Roux, un économiste assez célèbre de l'époque. C'est une des raisons pour lesquelles les économistes se sont intéressés à la fabrique de fleurs artificielles. Mais peut-être encore plus, ce qui peut sembler surprenant, surtout quand on regarde les modèles qui sont exposés ici, qui sont quand même relativement les plus tardifs, c'est qu'une des valeurs très importantes de la fabrique de fleurs artificielles, c'était vraiment d'imiter la nature. Et donc, ça pouvait aller, y compris jusqu'à travailler avec des botanistes.
Et là encore, si on lit les catalogues d'exposition, qui sont une très belle source sur ce que c'était faire les plus beaux objets dans tel ou tel métier, on s'aperçoit que ce qui revient souvent comme preuve ultime de qualité, c'est à exposer avec des botanistes, à travailler pour des botanistes, ou encore l'idée que le public s'y trompait en voyant exposer côte à côte un bouquet de fleurs naturelles et un bouquet de fleurs artificielles, qu'on aurait pu organiser des paris que les gens ne sauraient pas dire lequel était lequel. Donc là, j'ai mis un petit extrait du rapport de l'exposition industrielle de 1844, qui cite notamment M. Constantin, sur lequel je reviendrai. Il est intéressant parce qu'il a à la fois une très grande fabrique avec plus d'une centaine d'ouvriers et d'ouvrières, et en même temps, il est reconnu comme faisant vraiment du travail de luxe de très grande qualité. C'est pas parce que c'est de la fabrique que c'est un produit standardisé, de masse et dévalorisé. Monsieur Constantin, qui figure en tête des fabricants de fleurs de parure et d'ornements, a exposé comme difficulté vaincue et étude de plantes artificielles pour la botanique, un chardon, un pissenlit, une fougère, des gramènes, des camélias, des roses. Et il a déposé ces plantes qui sont d'une admirable vérité dans les salons de l'hôtel de ville. Et ensuite, on a une médaille de bronze un peu moins prestigieuse pour Monsieur Crous, qui fabrique des outils pour découper les feuilles et les fleurs. Et là aussi, il y a l'insistance sur le fait de retrouver la vérité des feuilles avec leurs nervures, leurs découpures et tous les caractères qui leur sont particuliers. Et donc, contrairement à beaucoup d'autres industries de luxe et de mode, où la valeur est dans le dessin et dans l'originalité du dessin, arriver à créer un dessin que personne d'autre n'a créé avant et puis à le faire devenir une mode, en fait, la valeur de qualité pour les fleurs, jusque très tard, probablement jusqu'aux années 1880-1890, elle se situe vraiment dans la ressemblance avec la nature. L'enjeu, c'est pas d'inventer une nouvelle fleur d'une couleur qui n'existerait pas dans la nature, par exemple, mais qui irait bien avec le reste de la robe ou ainsi de suite, ce qui aurait pu tout à fait s'imaginer. Vraiment, ce qui va être valorisé, donc pour un fabricant qui va pouvoir vendre ses produits très chers, mais ensuite, on imagine pour la dame qui va porter le chapeau, c'est qu'on ne puisse pas savoir si c'est une fleur naturelle ou artificielle. Et donc les fabricants vont être amenés aussi à explorer des fleurs qui ne se faisaient pas jusque-là en fleurs artificielles. Et cette rhétorique de la difficulté vaincue, on la retrouve très souvent dans les catalogues d'exposition. Et donc des fleurs qui peuvent sembler pas particulièrement nobles, en fait, comme le chardon, ou des épis de blé ou autres objets végétaux, mais dont vraiment le signe distinctif, en fait, c'est que c'est difficile de le rendre avec des tissus. Et c'est ça qui va être admiré. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? En même temps, un autre aspect de relation à la science, une des choses qui facilite le développement de l'industrie à partir des années 1840-1850, c'est l'utilisation de nouveaux colorants chimiques. Donc jusque-là, on avait essentiellement des colorants naturels. Et c'est l'époque du boom du colorant chimique à partir notamment de l'aniline, qui permet de développer des nouvelles teintes, des nouveaux dégradés, et ainsi de suite, pour essayer de se rapprocher plus de la couleur naturelle de certaines fleurs. Donc là, toujours sur Monsieur Constantin, je vous ai mis quelques vers un peu de Mirliton. C'est un document assez amusant que j'ai retrouvé à la Bibliothèque nationale. Donc une ode à Monsieur Constantin et plus précisément à sa fleur d'olivier, qui est aussi un hommage à Sa Majesté la Reine de Suède à l'occasion du baptême de Son Altesse le Prince impérial. Donc pour souligner aussi que ce qui se passe sous le Second Empire, évidemment, c'est la renaissance d'une vie de cour autour de l'impératrice Eugénie, qui facilite le lancement de certaines modes comme ça en matière de chapeaux et notamment de nouvelles fleurs. Et donc l'ode est très longue en fait, mais en gros ce qui est dit c'est qu'une création restait à faire encore après Rose et Laurier. L'art a tout su tenter, de l'iris jusqu'à l'églantine, bref, quelque chose que personne n'avait jamais encore essayé ou réussi à faire, c'est la fleur de l'olivier, qui n'est pas la fleur la plus connue dans la nature. Mais donc l'idée c'est vraiment, personne ne l'avait fait avant, donc en soi, c'est valorisant d'avoir essayé quelque chose de nouveau. Donc, ce qui est intéressant dans cette industrie, cela dit, c'est que là, on parle de la toute petite pointe des créateurs donc, qui travaillent pour la cour, qui obtiennent les plus grandes médailles dans les expositions, qui pour autant, je l'ai dit, peuvent avoir d'assez grandes usines, en fait, derrière. Mais tout cela se décline ensuite. C'est des modes qui sont imités par des nobles qui n'ont pas accès à la cour, par des grandes bourgeoises, par des petites bourgeoises, ou même par des ouvrières
puisque l'avantage de la fleur, ça peut être de la plume aussi, de ces choses qu'on peut mettre sur un chapeau, c'est que, ou même sur une robe, c'est que vous pouvez garder le même chapeau, fondamentalement, la même robe, et changer de fleur pour essayer de suivre un petit peu la mode. Une fleur en elle-même ne coûte pas forcément extrêmement cher. Il y en a évidemment à tous les prix, mais on en trouve de bonne qualité dans les 3 francs, ce qui correspond en gros à 2 jours de salaire d'une ouvrière. Donc c'est pas rien de mettre 2 jours de salaire dans un ornement, mais c'est éventuellement envisageable. Et pour les ouvrières les mieux payées ou les petites bourgeoises, c'est tout à fait possible. Donc depuis s'acheter simplement une fleur, ce qui fait déjà une distinction par rapport à n'avoir rien du tout sur son chapeau, jusque s'acheter toute une composition, parce qu'évidemment la fleur d'olivier, il met pas juste une fleur d'olivier sur le chapeau, il fait toute la branche. Et puis sans doute d'autres choses aussi, peut-être une colombe pour accentuer le symbole de la paix, puisque c'est l'objet de l'ode, et ainsi de suite. Donc vous avez toute une gamme de produits comme ça, très très large, qui se retrouvent fabriqués à Paris, et qui permet à beaucoup de gens en fait, de suivre les modes qui sont lancés au départ à la cour. Alors comment tout ça est fabriqué ? En fait, ce qui est frappant, c'est que c'est une industrie donc, qui connaît une très grande expansion, tout en restant dans Paris, et sans jamais se mécaniser, en fait, au sens où ce sont les mêmes outils qui sont utilisés fondamentalement encore aujourd'hui, d'ailleurs par les rares fabricants qui travaillent la fleur, que dans les années 1820. Et c'est pas extrêmement différent de ce qu'on peut regarder sur les planches de l'encyclopédie. Là, je vous ai mis juste la vue d'ensemble d'un atelier, ce qui permet simplement de s'imaginer qu'il y a déjà une division du travail, en fait, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui font pas toutes exactement les mêmes tâches et qui se passent les fleurs de la main à la main, donc déjà au XVIIIe siècle. Si ça vous intéresse, les planches de l'encyclopédie sont en ligne, donc vous pouvez regarder les différents outils, ainsi de suite, et ce, pour tous les métiers dont on va parler dans ce cycle. Et ici, c'est une photo de 1913 prise à New York dans un livre très riche qui est également en fait disponible en ligne, en libre accès. C'est une enquête sociale qui avait été faite sur le bien-être ou pas des ouvrières et qui prenait le cas des fabricants de fleurs artificielles à New York en 1913 et qui a l'avantage d'avoir des photos d'ateliers. Ce qu'on a, à ma connaissance, pas en fait pour la France de la fin du 19e siècle pour les fleurs artificielles. Et en plus, la dame qui fait l'enquête commente et explique en quoi c'est pareil ou différent de ce qu'il y a à Paris à cette époque-là. Donc ça nous donne une petite idée. Et donc ce qu'elle explique en gros, c'est que, j'y reviendrai sans doute encore à ce moment-là, la qualité à New York est considérée comme bien plus mauvaise qu'à Paris. Et donc ils se sont mis à fabriquer énormément à New York, mais ils importent toujours de plus en plus de fleurs faites à Paris aussi. Donc de ce point de vue-là, les ouvrières ne sont pas comparables. En revanche, les techniques employées sont tout à fait les mêmes. En fait, c'est le tour de main et la formation des ouvrières, manifestement, ainsi que bien sûr des effets de marque et de réputation. Ce qu'on achète à Paris semble toujours mieux que ce qu'on achète à New York, mais ce qui change, c'est éventuellement le tour de main des ouvrières, ça n'est pas l'outillage. Et donc vous voyez qu'en fait, on a cette structure avec des ateliers assez grands. Il ne faut pas du tout s'imaginer le petit fabricant qui travaille tout seul avec sa femme et ses enfants, ou très peu, j'y reviendrai. Des ateliers assez grands, où le travail est extrêmement divisé. Il est à la fois divisé dans les processus successifs que je vais vous présenter succinctement, et il est divisé entre fleurs. Si un même atelier produit à la fois des roses et des violettes, ça ne va pas être les mêmes ouvrières qui font la rose et qui font la violette. Et justement, ce que disent les New-Yorkais, c'est que la qualité particulière des Françaises, c'est notamment que souvent elles sont spécialisées sur une seule fleur tout au long de leur carrière, ou du moins pendant plusieurs années. Donc elles obtiennent un tour de main beaucoup plus fin. Tandis que les New-Yorkaises changent allègrement lorsque la mode change, et donc n'auraient pas le temps de s'habituer assez bien. Donc on est dans une division extrême du travail, en fait, des étapes du travail, des spécialités jusqu'à chaque type de fleurs ou de feuilles, mais on est dans des tours de main, avec des outils très simples. Et ce que raconte beaucoup le rapport new-yorkais, c'est que c'est un geste du pouce et de l'index de la main gauche, en fait, pour faire tourner par exemple, le papier autour de la tige. Ça, c'est l'opération la plus simple, en fait, que font déjà les petites apprentis. On a une tige en laiton, essentiellement, avec un papier coloré. Et on met un peu de coton en dessous, si c'est une fleur de qualité, pour faire les petits renflements de la tige qui existent par endroits, pour que ce soit pas trop homogène. Mais donc, ce serait le geste du pouce et de l'index pour enrouler qui serait clé. Et qu'en fait, on retrouverait des variantes de ce geste ensuite, lorsqu'il s'agit de coller ensemble les pétales d'une corolle. Bref, en gros, ce que les Françaises auraient de plus, c'est un geste du pouce et de l'index appris pendant des années. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on est dans une période où on pense toujours industrialisation, mécanisation, même si c'est des petites machines à vapeur et ainsi de suite. Mais là, c'est une fabrique qui a cru essentiellement
par une division croissante du travail, permettant d'obtenir à la fois des produits un peu moins chers et de plus grande qualité, sans changer aucunement de technique de fabrication. Alors une petite idée de la division extrême des opérations, c'est le sommaire du nouveau manuel complet du fleuriste artificiel que vous pouvez trouver sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France. Il y a 3 éditions des années 1820 aux années 1900. Donc il y a des dizaines et des dizaines de chapitres, mais donc qui en fait expliquent à la fois les différentes manières de faire les tiges, par exemple, mais aussi ou de peindre les feuilles, mais aussi qui donnent toutes les variantes selon le type de fleurs qu'on veut exactement reproduire. Et là, on retrouve le rapport très fort à la botanique. On a les étamines filées non apparents, les étamines moulées, les étamines collées, les étamines en faisceau, liées en rangées, en spirale, les anthères, je ne sais même pas ce que c'est. Et donc ça, c'est en partie une question de tour de main, mais c'est en partie vraiment l'idée que dans les fleurs, il y a beaucoup de sortes d'étamines différentes et qu'en gros, on ne va pas mettre des étamines de lilas dans une rose, sinon on serait simplement ridicule. Donc il y a vraiment des savoir-faire extrêmement précis pour chaque opération, pour chaque type de fleurs, et qui sont en pratique attribués à des ouvriers, à des ouvrières différents. Alors je dis à des ouvriers, à des ouvrières, les hommes sont essentiellement présents dans les opérations de teinture. Et ça se retrouve dans beaucoup d'industries, dans la soie et autres. Les teinturiers ne sont pas des teinturières en général. Donc il y a vraiment une distribution de ces opérations selon les sexes qui est très stricte au XIXe siècle. Donc les 10% d'ouvriers qu'on trouve dans la fabrique de fleurs artificielles se trouvent notamment dans les opérations de teinture, éventuellement dans certaines opérations de découpage en amont selon comment c'est fait, puisque dans certaines fabriques, il y a un petit peu un usage de presse, donc qui est conçu comme plus masculin. En revanche, si c'est vraiment découpé au ciseau ou à l'emporte-pièce, c'est féminin. Et ensuite, on retrouve vraiment les femmes dans toutes les opérations manuelles au sens propre, presque digitales. Il y a beaucoup qui disent que c'est les doigts de l'ouvrière qui font notre fortune parmi les patrons. Donc ces opérations qui consistent à assembler finalement toutes les étapes de l'assemblage, assembler les pétales autour pour constituer un calice, assembler les pétales avec le pistil d'étamine, avec la tige, etc., avec la feuille, et ensuite assembler plusieurs fleurs entre elles, et éventuellement d'ailleurs assembler plusieurs fleurs sur un chapeau. Et dans ce cas-là, on passe chez les modistes, qui est une profession assez largement féminine, qui a donc les faiseuses de mode qui font les chapeaux, qui est un métier qui a des liens très forts avec celui des fleuristes artificiels. Donc à quoi ça peut ressembler ? Ah oui, j'ai oublié une opération féminine très importante d'ailleurs dans mon énumération, mais c'est pour ça qu'il y a les photos qui me servent d'aide-mémoire. Donc à quoi ça peut ressembler ? Là aussi, photo un peu tardive de la grande période des fleurs, mais on a toutes les raisons de penser que c'était pareil 50 ans avant. Le travail de gaufrer des pétales de rose. Donc vous voyez avec un petit gaufroir, donc un outil qui permet de courber le pétale et de lui imprimer éventuellement un petit relief aussi. C'est vrai encore plus pour les feuilles, évidemment, qui doivent être gaufrées pour avoir des nervures. Donc un petit outil qui donne la forme et puis une espèce de cale en dessous. Et il s'agit d'appuyer avec la bonne pression, le bon tour de main, encore une fois. Une opération qui vient après, donc finition d'une rose. Là, vous voyez qu'on est plus en train d'assembler ensemble la fleur proprement dite avec la tige et les feuilles. Et elle a les fleurs déjà finies qui pendent devant elle. Là, j'ai trouvé une grande évolution technique dans cette profession par rapport aux descriptions de 50 ans avant. À Paris, 50 ans avant, on piquait la fleur en voie de finition sur une demi-pomme de terre. À New York, on la pend sur quelque chose qui est sous les yeux de l'ouvrière. Voilà, une évolution majeure. Mais sinon, ça fonctionne à peu près de la même manière. Pardon. Donc voilà, c'est un petit peu petit comme présentation d'outils. C'est aussi pour vous signaler des sources que je trouve magnifiques sur tous ces métiers fascinants et oubliés et qui sont encore une fois dans Gallica, le dictionnaire de l'industrie et des arts industriels de l'AMI, qui contient des dizaines de pages sur tous les métiers les plus oubliés, avec des illustrations concernant leurs outils. Je vais plutôt vous montrer là, ou au moins les premiers rangs, vous voyez un petit peu. Là, c'est des photos justement d'outils des quelques maisons récentes, actuelles, qui font encore des fleurs, reprise d'un très beau livre, un très beau petit livre d'Alexandra Faux, des métiers de la mode aux métiers d'art, qui évoque beaucoup des métiers présents dans ce cycle de conférences. Donc là, vous voyez cette histoire de gaufrage. Donc si on appuie la soie entre les deux parties, on va obtenir le motif. Ici, la version pour des feuilles. Là, vous voyez un peu cette boule qui sert
à obtenir le mouvement général du pétale, en fait, à partir d'un textile plat pour le mettre en forme de pétale. Donc une opération encore manuelle et délicate, oui, c'est tout. Et donc si je résume les opérations, une des choses qui fait la maison de qualité, c'est qu'on va découper les pétales d'abord et les teindre après seulement. Tandis que pour les fleurs moins chères, on va teindre toute une quantité de soie et puis découper ensuite. Donc ce qui va, si on teint d'abord, nous donner des teintes assez homogènes. Tandis que l'idée où on découpe d'abord les pétales et on les teint ensuite permet de retrouver plus les nuances de la nature. Et c'est un système de type aquarelle en fait. C'est-à-dire que la teinture est très diluée, on fait un peu couler, on remet éventuellement de l'eau pour obtenir quelque chose d'estompé et de subtil. Donc dans un ordre variable, on a des opérations de teinture et de découpage. Le découpage était au début au ciseau. De plus en plus, il se fait à l'emporte-pièce. Mais du coup, on a des emporte-pièces différents pour chaque type de pétale, une très très grande quantité. Donc ensuite, les opérations de mise en forme courbe avec cette boule et ou de gaufrage pour ce qui est des fleurs ou des feuilles. Pour les feuilles, on ajoute éventuellement de l'amidon ou autre chose pour faire l'aspect duveteux, selon les feuilles. Donc on colle avec un tout petit peu de colle ça sur la surface. Les tiges, j'ai évoqué, donc c'est essentiellement des tiges en métal avec un papier enroulé autour. Et puis il y a toutes les opérations de collage, donc avec des tout petits points de colle, ou de couture, parfois pour ce qui est des pétales formant un calice, qui permettent d'assembler chacun de ces tout petits morceaux pour faire une fleur, puis pour faire un bouquet ou une composition pour un chapeau. Certaines des opérations de base sont faites par des entreprises spécialisées. On appelle ça faire des apprêts. On le retrouve dans beaucoup d'industries parisiennes. Vous avez des maisons d'après pour bijouterie, par exemple, où là aussi dans la bijouterie, le travail est énormément divisé. Vous avez des maisons d'après pour fleurs, de la même façon. Donc, ils vont vous faire des pétales de rose, des pétales de violette, des feuilles de rose, etc., que d'autres maisons vont acheter. Ou bien, dans certains cas, on se situe dans un même atelier, mais il y a certaines personnes qui font les apprêts, par exemple les apprentis qui font les tiges, et d'autres qui font les opérations successives. Alors, vous avez une description du fait de faire les tiges, qui est vraiment l'opération la plus débilitante de tout ça, dans l'Assommoir de Zola, puisque c'est une chose que fait Nana pendant quelques temps. En fait, c'est d'être apprentie fleuriste, et elle ne fait que des tiges, avant de se dire que c'est bien ennuyeux et bien mal payé. Donc, ce que ça nous donne, c'est par exemple quelques spécialités d'adhérents du syndicat patronal du domaine, que je vais un petit peu évoquer pour terminer. C'est un peu un inventaire à la Prévert, ça me fait toujours assez rêver, ça. Donc évidemment, là, les gens donnaient leur spécialité dans un but un peu publicitaire, puisque ces listes d'adhérents étaient publiées. Donc on se dit que c'était pour faire savoir ce qu'ils étaient capables de vendre. Ils se présentaient peut-être pas comme ça quand ils rencontraient des amis dans la vie quotidienne. Mais donc vous avez des spécialistes de rose et de boutons, des spécialistes de bleu de lumière, donc qui doit avoir probablement un brevet sur une teinture particulière ou quelque chose comme ça, qui est considéré comme original. Donc c'est un fabricant de fleurs fines aussi, donc ça veut dire celles qui sont les plus raffinées, donc les plus chères en fait. Vous avez des fabricants de fruits naturels et de fantaisie, ce qui est très drôle quand on y réfléchit. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un fabricant de fruits naturels ? C'est un fabricant de fruits artificiels à l'imitation exacte de la nature. Et il commence à y avoir donc des fabricants de fruits de fantaisie, donc des fruits qui n'existent pas. On ne sait pas ce que c'est, malheureusement, des cerises bleues ou autre chose. Donc, contrairement à ce que je disais, tout le monde ne reste pas dans l'imitation de la nature, mais ça reste assez à la marge. Donc, un spécialiste de raisin, qui fait aussi des perles dorées à la masse. Et puis, donc, par exemple, un fabricant de ouates qui propose des assortiments de coton pour fleuristes. Et a priori, le coton, c'est plutôt un outil de bourrage, c'est-à-dire que c'est la fibre de coton et pas du tissu de coton, d'où le fait que c'est un fabricant de ouates. Et donc, on utilise le coton un petit peu pour rembourrer les tiges, mais surtout pour rembourrer les boutons, en fait, qu'on emballe ensuite de soie. Alors, où se situe tout ce beau monde ? Là, la carte est vraiment très moche, même si vous pouviez la voir de près, mais c'est juste pour avoir un support pour parler. En fait, ce qui est fascinant dans cette fabrique, donc, c'est qu'elle reste presque intégralement dans Paris. Comme je l'ai dit, ce qui se passe en province ou à l'étranger est assez strictement segmenté selon la qualité. C'est considéré comme de plus basse qualité. Donc, Paris continue à exporter en Angleterre et aux États-Unis, notamment, même lorsque des fabriques se mettent en place à Londres et à New York. Et ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est que en Angleterre et aux États-Unis, c'est seulement à Londres et à New York que ça se met en place. Même si on est dans la qualité plus réduite de la vie générale,
on a aussi un cantonnement que dans une grande ville. Ce n'est pas des industries qui essaiment beaucoup. Et donc à Paris, c'est même cantonné dans un petit périmètre d'en gros 1 km sur 2, avec une dizaine de rues qui font la moitié des fabrications sous le Second Empire. Et donc les rues où on trouve le plus de fleuristes, c'est notamment la rue Saint-Denis, la rue du Caire, la rue d'Aboukir qui s'appelait au départ rue de Bourbon-Villeneuve, la rue Notre-Dame de Nazareth. Donc on est dans un espace qui se situe en gros entre le Marais, ce qui est aujourd'hui les Halles, et le Sentier, et qui est très centré sur le Sentier, en fait, et qui bouge un petit peu, mais pas énormément vers le nord, après l'ouverture des gares du Nord et de l'Est, et à un moment où ça devient des zones très très ouvrières. Mais en gros, on reste dans ces rues-là pour l'essentiel jusqu'au début du XXe siècle. Donc, ce qui est assez intéressant dans cette localisation, c'est bien sûr le lien avec le textile qui est déjà dans le Sentier. Donc, ce sont des consommateurs de textiles de qualité et d'une grande variété, de soie, mais pas seulement. Et c'est aussi le fait que les marchands et les fabricants sont assez souvent les mêmes personnes et sont assez souvent au même endroit. On a la situation inverse pour la bijouterie notamment, où vous allez avoir la fabrication dans le Marais, souvent dans des maisons particulières, dans des ateliers assez petits, assez sombres, et la vente au contraire au Palais Royal, dans des boutiques de luxe, c'est quand même de la bijouterie, et des très fortes divisions du coup d'intérêts économiques en fait entre les fabricants et les marchands. Ils ont 2 syndicats qui n'arrêtent pas d'être en conflit et ainsi de suite. C'est pas du tout le même monde en fait. Les fabricants de bijouterie sont des ouvriers très qualifiés, fondamentalement. Les marchands de bijouterie sont des marchands plutôt très riches. Dans la fleur, on est dans un entre-deux, y compris géographique. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus entre... Il y en a quelques-uns au Marais ou au Palais Royal, mais ils sont plus dans le Sentier, dans le quartier de la Bonne Nouvelle. Et on a une bonne entente entre les fabricants et les marchands, et souvent, les gens font les deux. Même s'il y a un petit mouvement à la faveur du développement du quartier de la haute couture, pour les marchands de fleurs les plus luxueuses, pour s'installer vers le Palais Royal. Et à un moment, vous avez un journal professionnel qui dit « Il ne manque à Monsieur Grésy pour acquérir une grande réputation qu'un peu moins de modestie et un magasin dans le quartier de la fashion ». Donc on utilisait déjà des anglicismes pour faire chic et mode. Les dames ont une antipathie prononcée pour certaines rues et ne peuvent croire qu'on y puisse travailler avec autant de goût que dans les élégants quartiers. Donc effectivement, les clientes finales ne vont pas nécessairement aller se balader dans le Sentier, moins encore dans le Marais, pour orner leur chapeau. Mais finalement, c'est assez rarement un problème parce que ce qui se passe, c'est que les marchands de fleurs artificielles, bien souvent, ne vendent pas aux clientes très chic directement. Ils peuvent vendre à des ouvrières éventuellement, mais ils vendent aux modistes qui, elles, sont dans le quartier dit fashion, donc un peu plus à l'ouest, plutôt au Palais Royal, et qui se chargent de mettre en valeur le produit pour la clientèle la plus riche. Mais donc, ce qui est impressionnant, c'est que cette industrie, elle reste vraiment parisienne. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre de cet exposé une industrie bien parisienne, à un moment où beaucoup d'autres industries de l'article de Paris, finalement, voient leur intérêt à utiliser un maximum d'ouvriers et d'ouvrières dans la province proche. Et notamment, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'habite dans ce coin-là, dans le sud de l'Oise, à une 50aine de kilomètres au nord de Paris. Vous avez en particulier la fabrication de boutons, de tabletterie et ainsi de suite qui est installé. Vous avez un très beau musée à Méru, si ça vous intéresse, publicité gratuite, sur la fabrication de boutons où ils ont encore des machines qui fonctionnent comme au début du XXe siècle. Donc vous avez aussi la fabrication de porcelaine qui est envoyée loin, depuis Paris, mais aussi depuis Limoges et autres. Vierzon, dans le Cher, si certains connaissent, fabriquait beaucoup de porcelaine de Limoges, par exemple. Donc il y a beaucoup d'industries où finalement ce qu'on finit par faire à Paris, ou à Limoges, si la marque c'est Limoges, c'est la finition. Et on peut se demander pourquoi, pour les fleurs, on n'a pas également juste le montage final ou le montage sur les chapeaux qui se ferait à Paris, alors que les opérations préalables se feraient ailleurs. Alors, j'ai pas de réponse absolue à ça. Pour moi, ça reste une interrogation intéressante. Peut-être que la fragilité de la marchandise joue. C'est pas forcément évident d'aller mettre des caisses de pétales dans un chemin de fer et espérer que ça arrive bien en état ensuite. Peut-être aussi qu'il s'agit de questions de propriété industrielle. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la porcelaine, par exemple, ou dans l'éventail, c'est assez souvent que ce qui est fait hors de Paris, c'est la base blanche, ou disons non ornementée. C'est le montage de l'éventail.
mais le décor est fait à Paris assez souvent. C'est la fabrication de la porcelaine, mais le décor est fait dans l'endroit où la marque de la porcelaine est mise. Alors que dans les fleurs, fondamentalement, l'originalité du modèle, ce qui va faire sa valeur, elle est présente dès le début, dans la moindre feuille, le moindre pétale. Si vous avez un modèle de fleurs particulier, en fait, vous avez besoin du tour de main d'une bonne ouvrière, d'un bon ouvrier pour la teinture dès le tout départ. Et puis, si vous avez vraiment un modèle particulier, on peut vous piquer l'idée en ayant simplement récupéré l'emporte-pièce du pétale ou l'outil, le gaufroir qui sert à faire les nervures de la feuille. Donc, je pense que la question du secret industriel est peut-être une des pistes pour comprendre le fait que tout ça reste localisé dans 1 ou 2 km², plutôt que d'aller s'étendre dans des endroits où, bien évidemment, les loyers sont moins chers, les ouvriers sont moins payés, et ainsi de suite, comme ça se fait pour d'autres industries dès lors qu'il y a des chemins de fer, en particulier vers le nord de Paris. Donc, quoi qu'il en soit, on reste sur ce tout petit espace. Alors, comment la fabrique est organisée dans ce tout petit espace ? Là, je vous l'ai mis, c'est surtout pour que moi, je puisse le lire, en fait. Excusez-moi. Mais vous pouvez aussi le retrouver, je pense, sur Gallica, en fait. C'est un bulletin modèle de la statistique de l'industrie de la Chambre de commerce que j'évoquais au démarrage. En fait, ils en ont fait 2. Ils en ont fait une sur 1848 et une sur 1860. Et dans les 2 cas, lorsqu'ils expliquent leur méthodologie dans l'introduction, ce qui est amusant, c'est que le bulletin modèle qui est montré pour dire c'est comme ça qu'on s'est baladé dans les maisons pour faire la statistique, c'est un bulletin de fabricant de fleurs artificielles, toujours l'industrie typique. Et donc qui est effectivement assez typique, en fait, sauf sur 1 ou 2 points que je vais vous signaler. Donc un fabricant a priori fictif qui est rue Saint-Denis, comme beaucoup de fleuristes. Bon, certes, la rue est longue, mais elle contient quand même beaucoup de fleuristes, qui fabrique des fleurs artificielles pour parure de bal. Il fabrique comme ça 12 500 parures par an pour une valeur de 35 000 francs. Donc on voit que ce ne sont pas des parures de luxe, on est sur 3 francs la parure, comme je disais, c'est quelque chose que des gens peuvent encore acheter, en gros, même des petites bourgeoises, voire des ouvrières bien payées. Il emploie un homme à l'atelier, donc on ne dit pas à quoi, mais on peut imaginer que c'est à la teinture. Il emploie 26 femmes dans son atelier, donc ça n'est pas du tout un atelier minuscule. Donc on imagine qu'elles se partagent toutes les tâches que j'ai évoquées précédemment. Et il emploie aussi une entrepreneuse, rue Saint-Sauveur, donc on est toujours dans le même quartier. Donc qu'est-ce que c'est une entrepreneuse ? C'est quelqu'un qui fait de la sous-traitance, en fait, pour ce fabricant. Donc là, on ne sait pas de quoi elle s'occupe exactement, mais une partie de la fabrication est gérée par cette entrepreneuse qui, elle-même, prend des ouvrières qui sont probablement des ouvrières à domicile. Donc la fabrication à domicile, qui était très majoritaire à New York au début du XXe siècle, raison de l'enquête que j'ai évoquée, ça inquiétait beaucoup de monde. Elle n'est pas majoritaire à Paris. Elle a été ensuite dans d'autres industries. Pour les fleurs, la plupart des choses se font en atelier, mais une partie des choses donc, sont sous-traitées en chambre, et très souvent des ouvrières qui sont en fait des anciennes fleuristes en atelier, qui ont été apprenties pendant 3 ou 4 ans, qui ont été ensuite éventuellement ouvrières, qui se sont mariées, qui ont quitté l'atelier, mais qui continuent à prendre de la fabrication en chambre pour un complément de revenus. Donc, contrairement à ce qui se passe à New York, on verra, je crois, une photo ensuite, elles travaillent rarement avec toute leur famille. Elles utilisent vraiment leur savoir-faire d'anciennes ouvrières en atelier, qui est donc un savoir-faire manuel très particulier. Mais ça permet évidemment aux fabricants d'avoir un volant de main-d'œuvre selon les modes, selon l'évolution de la mode. Il va se séparer de son entrepreneuse, en fait, et du coup des ouvrières qu'elle emploie beaucoup plus facilement qu'il va se séparer des ouvrières qu'il a dans son atelier à lui. C'est vraiment un petit peu la logique aujourd'hui de CDI versus intérim, finalement, qui est mise en œuvre avec ce système de sous-traitance. Alors il emploie aussi 5 filles, donc là, par fille, l'enquête entend moins de 16 ans, qui ont un contrat d'apprentissage. Alors contrat d'apprentissage qui est très souvent en fait purement oral à l'époque, et qui veut essentiellement dire que on s'engage pour une durée relativement longue, en général 3 ans, et pour un travail qui n'est pas payé en argent, si ce n'est par des gratifications optionnelles, une sorte de pourboire, mais qui est souvent en échange du fait d'être nourri et logé. Et donc c'est en ça que consiste l'apprentissage, puisqu'on n'a plus des corporations du XVIIIe siècle, donc l'apprentissage n'est pas du tout obligatoire à aucun titre, mais il reste très fréquent dans les articles de Paris, et notamment pour les filles. Sans doute parce qu'il permet aux parents, en fait, de se débarrasser, entre guillemets, enfin, non pas de leurs filles, mais des frais de logement et nourriture de leurs filles,
adolescente pendant quelques années. Et très probablement, il permet à des parents qui habitent soit à la campagne, mais bien plus souvent dans la proche banlieue ou les arrondissements périphériques, d'envoyer leurs filles dans les quartiers où ça se passe, dans les quartiers où on peut obtenir des postes d'ouvrières relativement bien payés et apprendre un métier, en échange donc du fait qu'elle est, elle sera nourrie et logée en échange de son travail, qui donc, on peut imaginer, pendant les 3 ans, au moins une partie du temps rapporte au patron, mais n'est pas rémunérée en tant que telle. Donc les articles de Paris font un grand usage d'apprentis essentiellement féminines, et c'est notamment le cas des fleurs artificielles. Alors certaines de ces apprentis, c'est le cas de la Nana de Zola, finalement ne sont que des ouvrières mal payées qui font les tâches les moins intéressantes et qui après deviennent autre chose, pas nécessairement prostituées, mais en tout cas pas ouvrières très bien payées. Il y a beaucoup trop d'apprentis au total pour que toutes puissent espérer devenir des ouvrières bien payées. Mais la spécificité des fleurs artificielles par rapport à d'autres métiers du textile féminin, c'est qu'il y a un volant d'ouvrières très bien payées. Et là, en fait, on n'en a pas un très bon exemple dans le bulletin qui est donné, puisqu'il indique que les femmes travaillent plutôt à la pièce. Et ça, c'est classique, en revanche, qu'elles gagnent moitié moins que les hommes à la journée. Donc ça reste vrai dans à peu près toutes les industries parisiennes. Mais ce qui est spécifique de l'industrie des fleurs artificielles, même si les salaires restent plus bas que ceux des hommes, ils sont nettement plus élevés que ceux des couturières, notamment, qui est un des grands métiers féminins, ou encore des femmes travaillant dans la bijouterie. Donc les fleuristes sont plutôt mieux payées, et surtout elles sont très souvent payées à la journée, voire à la semaine ou au mois, ce qui est absolument exceptionnel pour des ouvrières, plutôt qu'à la pièce. C'est-à-dire que, donc il faut que je retrouve d'ailleurs quel pourcentage, je ne sais plus si j'ai ça quelque part, mais je crois que c'est 40% des ouvrières qui sont payées autrement qu'à la pièce. Donc ce qui souligne que en fait, leur savoir-faire est reconnu, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas uniquement d'aller vite, mais de faire bien, d'obtenir la qualité avec le rythme nécessaire. Donc ce que ça donne, c'est finalement seulement, entre guillemets, un tiers d'ouvrières en chambre. Donc voilà la photo de l'ouvrière en chambre typique à New York, all the family work. Donc elle fait travailler tous ses enfants à faire des pétales de fleurs. C'est vraiment ce que veulent éviter les réformateurs sociaux new-yorkais au début du XXe siècle. On a très peu ça à Paris, relativement, même si ça existe aussi. Et on a plutôt donc, un tiers des ateliers qui ont plus de 10 ouvrières dès 1860. Ce qui est énorme, en fait, si vous pensez que dans le reste de la statistique de l'industrie, pour l'ensemble des industries parisiennes, seulement 8% des entreprises ont plus de 10 ouvriers. Donc, d'une façon générale, les entreprises à l'époque à Paris sont minuscules. Celles qui fabriquent des fleurs sont moins minuscules que les autres. Donc on est dans une sorte d'aristocratie ouvrière, en fait, qui travaille dans des ateliers relativement grands, avec des salaires relativement plus stables et meilleurs. Alors tout ça au dépend, encore une fois, d'une partie des apprentis qui sont juste complètement exploités et d'une partie des travailleuses en chambre qui constituent la variable d'ajustement pour la mode. Mais du coup, vous voyez qu'il y a toute une hiérarchie sociale et certaines des ouvrières échappent pratiquement à la notion de classe ouvrière. Si on utilise les bases de recherche Arnaud des Archives nationales, que vous connaissez peut-être, qui reprennent tous les actes notariés parisiens de 1850, et qu'on cherche des personnes avec le mot-clé fleurs artificielles, on trouve des fleuristes, y compris des ouvrières fleuristes clairement signalisées comme telles, qui sont dans des familles de relativement classe moyenne, en fait, soit par leurs parents, soit par leur mariage. Par exemple, épousent un percepteur ou un ingénieur, donc sont en lien avec le monde des employés en particulier. Donc c'est un peu une sorte d'aristocratie ouvrière, comme les typographes peuvent l'être à certains égards pour les hommes. Une partie des fleuristes le sont parmi les femmes. Alors ben voilà, donc 40% ne sont pas payés à la pièce. Je savais que j'avais ça quelque part. Donc rapidement pour terminer, j'ai parlé pas mal des ouvriers-ouvrières parce que c'est peut-être ce qui est le plus excitant en histoire parce qu'il laisse moins de traces directes dans les archives et donc on est content quand on arrive à en savoir quelque chose. Mais j'étais arrivée à m'intéresser à cette industrie en partant des patrons, en réalité. Et là aussi, c'est une situation intéressante puisqu'on est dans une industrie où finalement les ouvriers sont pas si éloignés que ça des patrons. J'ai dit qu'il y avait une élite ouvrière, ça reste d'assez petits patrons. J'ai dit que les ateliers étaient plus grands que la moyenne à Paris. En même temps, c'est pas une grande banque ou une compagnie de chemin de fer non plus.
d'être un fabricant de fleurs artificielles. Il y en a une cinquantaine qui sont électeurs en 1845, à la période des élections censitaires. C'est pas mal, mais c'est pas beaucoup, en fait. Donc, ils sont la toute petite bourgeoisie. Ils arrivent à être électeurs parce qu'ils payent une patente assez élevée, en fait. Mais on voit qu'ils ont, par exemple, pas du tout de propriété immobilière. En fait, leur boutique est dans leur logement. Ils ne possèdent pas plusieurs appartements ou maisons à Paris, et moins encore en province. C'est vraiment une toute petite bourgeoisie, le patronat des fleurs. Et en même temps, ils arrivent en fait à s'organiser collectivement d'une façon assez exceptionnelle à l'échelle de la Fabrique de Paris. Ils arrivent à faire corps et du coup à se faire une place dans le monde des institutions parisiennes et dans une certaine mesure limitée malgré tout à organiser la concurrence entre eux. Donc une petite chronologie là-dessus. Un des premiers lieux qui va leur permettre à la fois de s'organiser et d'essayer de réguler leur propre métier, ça va être le Conseil des prud'hommes. Donc, en 1848 est créé le Conseil des prud'hommes des tissus, puisque les prud'hommes sont organisés à l'époque par matière première, donc les fleurs rentrent dans les tissus et pas dans les métaux, avec notamment le plumassier, mais il fait des fleurs aussi, Marian Val-Flammé, qui va siéger au Conseil pendant plus de 20 ans, le présider et ainsi de suite, et qui va jouer un grand rôle dans la création d'une mutuelle en 1852, donc un premier élément de protection des ouvriers, de protection maladie notamment, et un petit peu pour les ouvriers les plus âgés. Donc Marian Val-Flammé va avoir une action, si on veut, un petit peu paternaliste, mais pas du tout dans un mauvais sens du terme. Je dis ça parce qu'il a participé notamment à la création de l'assistance paternelle aux enfants employés dans les fleurs plumes et modes, donc le vocabulaire paternaliste est bien là. En partant des prud'hommes, puis par la mutuelle, puis par l'assistance paternelle, Marian Val-Flammé et d'autres vont essayer d'organiser la concurrence d'une façon qui ne conduise pas à une exploitation trop forte des ouvriers et ouvrières, on va dire. Donc notamment en condamnant par le biais des prud'hommes les patrons qui exploitent trop leurs apprentis. En 1857, on a les époux Amphriens qui sont condamnés dans une quinzaine de procès simultanés, parce que donc ils avaient un atelier qui n'était composé en fait que d'apprentis, une quinzaine à la fois, qui du coup n'apprenaient rien, qui travaillaient 15 heures par jour et qui n'étaient pas suffisamment nourris, donc qui en plus faisaient du travail qui n'était pas considéré de qualité par les autres. Et donc là, les prud'hommes donnent raison à la famille des apprentis, et puis comme on voit arriver tous ces procès simultanément, on se dit qu'il y a dû avoir une forme de coordination qui a été mise en place pour déposer toutes ces plaintes. Et c'est pas par des syndicats socialistes spécialement. Les prud'hommes ouvriers et patrons sont d'accord pour réprimer ça. Donc à travers les conseils des prud'hommes, les mutuelles d'assistance paternelle, il y a l'idée d'essayer d'organiser le fait que l'apprentissage forme vraiment des bonnes ouvrières et ne soit pas uniquement consacré à exploiter des jeunes femmes qui ne sont pas payées pour travailler pendant quelques années et s'en débarrasser ensuite. Alors le succès n'est pas forcément total, mais par rapport à d'autres associations d'assistance paternelle qui parrainent donc des apprentis qui essayent d'aller... Ça consiste... le fonctionnement concret, c'est que des dirigeants de l'association vont de temps en temps inspecter les ateliers pour vérifier si les apprentis sont bien traités, s'ils apprennent, etc. Il existe beaucoup d'associations de ce type dans la Fabrique de Paris qui souvent ne parrainent qu'une douzaine d'apprentis par an. Celle-ci, au début du XXe siècle, elle arrivait à en parrainer plusieurs centaines. Donc c'est un patronat qui arrive plus que d'autres en fait à se coordonner pour éviter les pires excès sociaux, on va dire. Alors là où ils ont moins de succès, il faut le dire, c'est sur la question de la toxicité des produits chimiques, puisque j'ai évoqué la question de la teinture, donc qui est évidemment présente dans les fleurs comme dans d'autres industries. Ça va se nicher d'ailleurs jusque dans la teinture des papiers, dont j'ai dit qu'ils servaient seulement pour les tiges. Il y a des teintures au plomb pour les papiers à l'époque. Et donc, j'ai parlé du travail manuel, mais en fait, souvent, les ouvrières se lèchent les doigts pour que ça colle ou des gestes réflexes comme ça. Et donc, on a pas mal de problèmes d'empoisonnement, en fait, liés aux teintures chimiques utilisées. Là, tout ce qu'arrive à faire la Chambre syndicale des fleurs plumes et modes, qui est créée en 1859, c'est finalement à faire connaître les lois en la matière, à donner des conseils sur les teintures qu'il vaudrait mieux ne pas utiliser. Mais de leur propre avis, ça a relativement peu d'effet. Et un certain nombre de fabricants disent qu'en gros, on est obligé de se plier aux caprices de la mode. Et si la mode impose d'utiliser des teintures dangereuses, c'est comme ça. Donc ils essayent un certain nombre des patrons essayent de faire quelque chose sur ces questions de toxicité, mais avec assez peu d'effet.
L'autre plan sur lequel ils s'organisent, c'est non seulement donc, pour essayer d'exploiter un peu moins leurs ouvriers et ouvrières, mais pour essayer de limiter la concurrence entre eux et dans le même temps mieux concurrencer l'Angleterre, qui à l'époque apparaît encore comme une menace, même si à la fin on a vu qu'elle n'avait pas produit des fleurs reconnues comme d'aussi bonne qualité. Et donc ça s'organise de la même façon que le Conseil des prud'hommes a été le premier lieu où on a parlé de s'organiser sur les questions ouvrières. Ce sont les expositions industrielles, puis surtout universelles, qui ont constitué un premier lieu d'organisation pour à la fois essayer de se concurrencer de façon plus vertueuse entre eux à Paris et de mieux concurrencer les Anglais, avec ce slogan « essayer de devenir une armée industrielle ». Pourquoi ? Pour battre l'Angleterre sur un terrain pacifique, celui de la concurrence économique. Et donc en 1850, un des premiers endroits où les fleuristes se retrouvent avec d'autres, en fait, cette union de l'industrie parisienne, c'est tout simplement un groupe qui vise à faciliter l'exposition des produits à Londres pour la première exposition universelle, c'est-à-dire tout bêtement bien les emballer, mais aussi engager des préposés bilingues pour les présenter en anglais. Et donc, ils se cotisent ensemble pour mieux présenter leurs produits à Londres, et ça leur donne l'idée et l'envie de faire des choses ensemble, qui après se concrétise par la création d'une chambre syndicale en 1859, qui est un des syndicats qui fonctionne le mieux au sens du nombre d'adhésions, c'est-à-dire qui syndique rapidement une très grande partie du secteur, des petits, des moyens et des gros fabricants, et qui arrive, c'est un de ses grands succès, à faire élire successivement 2 de ses dirigeants à la Chambre de commerce de Paris. Le premier, Charles Petit, en 1869, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque la Chambre de commerce de Paris, à l'époque, elle est dominée par des grands banquiers, par des industriels qui ont des usines en province, des gens qui siègent aussi au Parlement, enfin des anciens ou des futurs ministres. Ça n'est pas rien au niveau de la notabilité économique en France. Et ils arrivent à faire rentrer un fleuriste en disant « Vous êtes la Chambre de commerce de Paris, c'est une industrie qui est importante pour Paris, il faut la représenter, même si ça n'est pas un grand banquier ou quoi que ce soit du genre. » Donc Charles Petit, qui est vraiment au départ un petit notable local, dont un des principaux titres de gloire, c'était d'avoir été à la caisse des écoles du 2e arrondissement, se retrouve catapulté à la Chambre de commerce de Paris pour représenter vraiment la parisianité, ce type particulier d'organisation industrielle où on peut ne pas avoir des grandes usines mais faire des grands bénéfices à l'exportation. Il n'y reste pas longtemps, mais Léon Liélard, qui est plutôt un plumassier, mais qui fait des fleurs aussi, qui lui succède, lui, a une trajectoire plus étonnante, puisque le passage par la Chambre de commerce de Paris lui permet de rentrer après dans des conseils d'administration de grandes entreprises, d'être impliqué dans les spéculations du canal de Panama, et ainsi de suite, donc de faire la jonction vraiment avec les élites économiques françaises. Alors, un tout dernier point que je voudrais évoquer pour faire le lien en fait avec la prochaine ou une des prochaines conférences, je ne sais plus, qui porte sur les questions de contrefaçon, et puis pour faire le lien avec les dessins et modèles quand même, c'est une des raisons un peu paradoxales au premier abord de la création de cette chambre syndicale des fleurs plumes et modes au sein de l'UNCI. C'est quoi l'UNCI ? C'est l'Union nationale du commerce et de l'industrie, qui, comme son nom ne l'indique pas, est à l'époque une fédération de syndicats parisiens patronaux, mais dont le nom complet, c'est l'Union nationale du commerce et de l'industrie contre la contrefaçon et la fraude. Vous avez dans la vitrine les statuts de la Chambre syndicale des fleurs plumes et modes, qui sont en fait des statuts types des chambres syndicales de l'UNCI, adaptés aux fleurs plumes et modes. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, on se dit, la raison pour laquelle ils ont créé une chambre syndicale et pour laquelle des gens ont créé l'UNCI, c'est pour lutter contre la contrefaçon et la fraude, qui peuvent être évidemment une contrepartie de la croissance de ce secteur, très dynamique, comme je l'ai dit, c'est que de nouveaux acteurs arrivent en essayant basiquement de copier les fleurs qui marchent bien des autres. Alors c'est en partie vrai, puisqu'on trouve beaucoup de citations sur le fait que la copie est vraiment partout dans cette industrie-là. L'habitude de copier est tellement répandue dans l'industrie des fleurs qu'elle semble naturelle et que bien des personnes ne croient pas mal agir en copiant parce qu'elles-mêmes ont été victimes de contrefaçon. Et vous en avez compris une des raisons. Non seulement il y a toujours un peu la contrefaçon, une tentation de contrefaçon dans l'industrie, mais dans la mesure où le but c'est d'imiter la nature, c'est difficile à un moment de ne pas retomber sur un schéma voisin de celui du voisin si on veut faire une violette. Et donc c'est difficile de savoir aussi ce qui vient d'une intention de contrefaire et ce qui vient d'une inspiration commune, évidemment. Alors ce qui est amusant, c'est qu'en fait, par la suite, la Chambre syndicale a essayé de lutter contre la copie sans aucun succès. Notamment parce que les principales copies qui posaient problème à la Fabrique de Paris, c'était celles qui se passaient à l'étranger ou en province, en fait.
Parce que, et ça c'est vrai dans la plupart des industries, ce qui se passe quand vous voulez vendre à l'étranger ou en province, c'est que vous envoyez des échantillons pour que le partenaire puisse passer sa commande. Et puis bon, il arrive que le partenaire, au lieu de passer sa commande ou en passant une commande pour quelques fleurs, copie du mieux qu'il peut ces échantillons. En fait, ça c'est finalement régulé par la non-régulation, d'après ce que j'en ai compris, au sens où, comme je l'ai dit, tout le monde considérait qu'à New York ou à Lyon, où la même chose se passe, les savoir-faire n'étaient pas du même niveau. Et donc finalement, ce que font les Parisiens, c'est qu'ils envoient leurs échantillons. Ils savent que les New-Yorkais vont faire les mêmes fleurs en moins bien, mais ils considèrent que ça ne s'adresse pas au même marché et qu'ils arriveront toujours à vendre les fleurs de qualité plus chères à leurs destinataires d'origine. Et apparemment, ça a l'air d'être ça qui se passe, et que finalement, chacun travaille sur une niche de qualité différente. Donc la contrefaçon lointaine sur la base des échantillons n'a pas l'air d'être un problème lancinant, en fait. Ils en parlent, mais ils se disent que c'est dommage, mais en fait, ils laissent passer la chose. En revanche, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, la création de la Chambre syndicale et de cette Union nationale contre la contrefaçon et la fraude a été le fait de gens qui étaient accusés de contrefaçon et de fraude dans une série de procès par un certain Florimond, qui avait déposé en 1852 un brevet portant sur l'application par les moyens du trempage sur fleurs artificielles de bleu dit de cobalt, outremer et cendre bleue, préparées et broyées à la colle animale et au miel sous forme de pastilles ou tablettes. Bref, il avait un nouveau procédé de coloration en fait, qui permettait de produire des dégradés de bleu qui ont connu une certaine vogue au début des années 1850. Et entre 1853 et 1857, il fait toute une série de procès à d'autres fabricants et marchands pour avoir fabriqué ou vendu des fleurs bleues qui étaient du même bleu que les siennes, sans lui avoir acheté les droits d'utilisation de son brevet. Et en fait, c'est une période où il y a pas mal de séries de procès comme ça sur les nouveaux colorants. Il y en a aussi sur la fouchine, qui est un colorant rose, donc rose fuchsia, qui sont intéressants pour l'histoire de la propriété industrielle, parce que ça pose un problème nouveau. Les réglementations sur la protection de la propriété industrielle sont très récentes à l'époque, et les colorants ne cessent de changer. C'est est-ce qu'on peut protéger une couleur ? Et si oui, qu'est-ce qu'on protège ? Le résultat ou le procédé ? Parce qu'on aurait envie de dire ce qui est original chez Florimond, c'est le procédé chimique. Donc finalement, il ne faut condamner que les gens qui emploient exactement le même procédé chimique parce qu'ils lui ont copié. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que le marchand, il achète ses fleurs à un fabricant et il ne va pas faire une analyse chimique pour savoir comment ça a été fait. C'est ce que disent les fabricants en justice. Donc du coup, finalement, la jurisprudence qui est à l'époque en train d'évoluer beaucoup, elle va se fixer sur le fait que ce qui est protégé, c'est le résultat. Mais ça veut dire que si par un autre moyen, j'obtiens le même bleu que Florimond, je peux être condamné pour contrefaçon. Donc, ce qui est quand même considéré comme problématique. Et donc finalement, ce qui se passe, ce qui est amusant, c'est que les fabricants qui créent cette chambre syndicale contre la contrefaçon et la fraude, en fait, c'est une chambre syndicale contre la contrefaçon, la fraude et l'abus des procès en contrefaçon. Enfin, ça, ils le disent pas clairement, mais c'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est éviter qu'on fasse des procès pour des choses que tout le monde peut faire, même par inadvertance, et plutôt essayer de s'arranger entre eux pour définir qu'est-ce qui constitue de la contrefaçon condamnable, de la concurrence déloyale, le terme commence à être employé à l'époque, et qu'est-ce qui constitue des pratiques admissibles ou inévitables, notamment parce que leur but à tous reste d'imiter la nature. Et donc forcément, obtenir le même bleu, en fait, c'est l'objectif de tout le monde. Donc ce qui est assez intéressant, et que vous allez retrouver, je pense notamment à propos des fabricants de bronze, c'est que tous ces gens qui font des syndicats pour essayer d'éviter la contrefaçon nominalement, en fait, savent très bien qu'il est très difficile de délimiter ce qui relève de la copie ou pas, de la contrefaçon ou pas. Et leur objectif, c'est plutôt de fixer les barrières entre eux de façon relativement souple, plutôt que de voir aller en justice des affaires qui après seront décidées par des juges qui ne connaissent rien aux fleurs, avec des experts chimistes qui coûtent cher, et ainsi de suite. Voilà pour ce petit tour d'horizon d'une industrie méconnue. J'espère que vous avez découvert des choses et je suis toute prête à répondre à vos questions. Alors merci beaucoup à Claire Lemercier pour son intervention de ce soir. Donc il y a quelqu'un dans la salle qui lui demande de revenir sur la carte de Paris et de repréciser les lieux qui étaient occupés par l'industrie des fleurs artificielles. Donc je vous laisse préciser. Merci. Merci. Merci à vous. On est plus ou moins à la jonction des arrondissements 1, 2, 3, 4 aujourd'hui. En gros, là c'est une photo aérienne de maintenant pour me permettre de m'y retrouver un petit peu. Là vous avez les halles. Et là vous avez donc
Alors la rue Saint-Denis, elle est ici en fait, parce qu'elle est ancienne. Là, vous avez le boulevard de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Non, Sébastopol, pardon, je me trompe. Vous avez la percée haussmannienne qui n'était pas là tout à fait au début de la période. Mais l'axe ancien de la rue Saint-Denis, il est ici. Donc là, on arrive dans le Marais, en fait. Vous avez le métro Sentier qui est là. Donc la rue d'Aboukir, hein, qui est symbole un peu du sentier, qui se situe ici. Et ici, le Palais Royal, qui constitue un grand lieu de boutique chic de luxe à l'époque, notamment avec les premiers passages couverts dès le début du 19e siècle. Donc on est dans un espace qui n'est pas minuscule quand même, hein, mais donc les rues principales où on trouve beaucoup de fleuristes, je vais essayer de les retrouver. Vous avez la rue Saint-Denis, la rue du Caire et le passage du Caire, qui sont ici en fait, qui rejoignent la rue d'Aboukir dans le sentier. Et la rue Notre-Dame de Nazareth, j'oublie toujours où elle est exactement, mais c'est vers le métro Temple en fait. Voilà. C'est la partie un peu plus côté Marais. Ouais. Ouais, elle est un petit peu en dehors, hein, effectivement. Elle se situerait ici, dans le morceau que j'ai choisi. La République n'est pas. La République est là, en gros. Mais c'est l'extension maximale. Donc la rue Notre-Dame de Nazareth fait partie des rues où il y a le plus de fleuristes, mais elle est un peu isolée. Ça serait intéressant d'ailleurs de travailler sur pourquoi cette rue, qui est un peu dans le prolongement de certaines des rues de cette zone ici. En revanche, la partie qui est aujourd'hui au nord des Halles jusqu'au boulevard Poissonnière, en fait, est vraiment celle où on trouve le plus densément et les fabriques et les boutiques. Alors, sachant qu'il n'y a jamais un immeuble entier qui est occupé que par des fleuristes. C'est tout à fait fascinant si vous regardez par exemple les archives cadastrales en fait, qui permettent un petit peu de voir les occupations des locataires dans une certaine mesure. Dans un même immeuble, vous allez avoir toutes sortes de fabriques d'articles de Paris différents. Donc des fleurs, des éventails, des chapeaux, des couturières, tous les métiers de luxe et de mode un peu mélangés dans un même immeuble. Et dans une même pièce, éventuellement, vous allez avoir une succession d'ouvriers et d'ouvrières de différents métiers avec le temps. Donc tous ces métiers aussi se fertilisent mutuellement. Et j'ai beaucoup parlé de l'importance de l'apprentissage. Je suis en train de mener une recherche là-dessus, mais il est très plausible en fait que beaucoup d'apprentis ne continuent pas forcément que dans le métier qu'ils et elles ont appris, mais vont continuer dans le métier du voisin, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la proximité géographique facilite aussi les circulations, et certains des tours de main sont transférables, en fait, puisque si on pense aux hommes qui ont appris à teindre, ils ont appris à teindre pour des fleurs, mais ils peuvent teindre autre chose aussi, notamment si c'est des tissus. Il y a des travaux de dorure, évidemment, vous savez que le goût du Second Empire n'est pas très sobre en matière de dorure, donc on dore beaucoup de choses, que ce soit du bois, du métal, etc. Donc quelqu'un qui a appris la dorure dans un métier peut passer dans un autre métier. Et donc tout ça se passe beaucoup dans cet espace-là, avec donc plus une extension sur le Marais dans certains métiers, notamment la bijouterie, un petit peu moins pour les fleurs, à l'exception de la rue Notre-Dame de Nazareth. Merci. Alors une autre question, attendez bien qu'on vous donne le micro. Merci. Merci Madame. Vous avez introduit votre conférence en nous citant le livre des statistiques d'Horace C. et des objectifs de la Chambre de Paris de démontrer quelque chose sur la condition ouvrière. Quelle était leur conclusion après ce travail statistique ? Alors c'est très intéressant, il y a eu beaucoup de débats sur cette question-là. Une de leurs conclusions... merci. Une de leurs conclusions fortes, c'était le fait qu'à Paris, il était difficile de distinguer les ouvriers des entrepreneurs. Et donc, il soulignait qu'en fait, beaucoup d'entrepreneurs avaient très peu d'ouvriers, voire pouvaient passer d'être ouvrier tout seul à être entrepreneur à quelques ouvriers l'année d'après, et ainsi de suite. Donc, il y avait une sorte de continuum, alors ce qui allait évidemment contre l'idée socialiste de commencer à opposer les ouvriers aux patrons, et qui avait une grande part de réalité, hein, puisque, par exemple, si vous regardez les prud'hommes dont les archives sont ici, vous trouvez un petit nombre, mais quand même, de prud'hommes qui ont été alternativement prud'hommes ouvriers, prud'hommes patrons. Donc ça existait, les passages de l'un à l'autre. Après, ce que la Chambre de commerce minimisait, qui était moins rose pour les intéressés, c'est que la raison pour laquelle la frontière entre être ouvrier et entrepreneur était très mince, c'est que souvent les entrepreneurs étaient des tout petits sous-traitants, et un petit peu la variable d'ajustement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en cas de mode ou d'autres crises, hein, puisque là, une crise qu'on peut mentionner pour la fabrique de fleurs, c'est la guerre civile américaine, la guerre de sécession,
qui a pendant quelques années diminué les exportations évidemment vers les États-Unis. Pendant cette période-là, les ouvriers qui étaient devenus des petits entrepreneurs et qui travaillaient eux-mêmes avec 1 ou 2 ouvriers, ils étaient obligés de redevenir ouvriers, voire de devenir chômeurs. Donc ça, c'est l'aspect moins rose de la continuité ouvrier-entrepreneur, mais qui est très vrai. Il faut vraiment penser, je pense, le parallèle aujourd'hui est pertinent avec les auto-entrepreneurs. En fait, une grande partie de la fabrique de Paris est constituée de gens qui ressemblent un peu aux auto-entrepreneurs de maintenant, avec une relative indépendance, mais aussi pas forcément du travail tous les jours de l'année dans leur métier. L'autre chose sur les salaires qu'ils ont montré, c'est la très grande différenciation et le manque de pertinence du fait de discuter de moyenne, en fait. Donc les socialistes attaquaient en mettant en avant évidemment les cas des salaires les plus bas, et la Chambre de commerce aimait bien mettre en exergue des cas comme ceux des ouvrières fleuristes qui gagnaient plutôt bien et stablement leur vie. Mais la Chambre de commerce aussi assez honnêtement soulignait les disparités très grandes de salaire entre les ouvriers, et donc notamment refusait de procéder par moyenne et donner plutôt des grands tableaux avec il y en a tant qui gagnent 1 franc, il y en a tant qui gagnent 2 francs, il y en a tant qui gagnent 7 francs, de façon à montrer essentiellement la diversité des conditions. Ensuite, d'un point de vue politique, ce qu'ils ont beaucoup mis en valeur, c'est la différence entre les ouvriers, les ouvriers mobiles et sédentaires. Les ouvriers mobiles, ça touchait surtout le bâtiment. Et puis les ouvriers qu'on appelait à l'époque dans leurs meubles, versus les ouvriers vivant en hôtel garni. Donc les ouvriers dans leurs meubles, ils ne sont pas propriétaires de leur logement, ils sont locataires, mais ils sont propriétaires de leurs meubles. Et ça peut signaler une certaine aspiration à la bourgeoisie. En tout cas, la Chambre de commerce, dans chaque description de métier, vous avez une description pour chaque métier, c'est extrêmement détaillé, assez fascinant. Insister, en gros, on retrouve un peu toujours cette rhétorique. Les ouvriers qui sont dans leurs meubles, ils savent lire et écrire, ils sont bien rangés, ils boivent pas trop, et tout ça, ils chôment pas le lundi. Ça, c'est le grand truc des ouvriers du 19e siècle, c'est quand on a suffisamment bien travaillé la semaine d'avant, on va pas travailler le lundi, on va au cabaret. Puisque comme ils sont payés à la journée ou à la pièce, il n'y a rien qui les oblige d'aller travailler tous les jours. Donc la Chambre de commerce insistait vraiment sur ce côté. Il y a les bons ouvriers, ceux qui sont en voie d'embourgeoisement, et un des signaux, c'est cette idée d'être dans leurs meubles. Et puis il y a les mauvais ouvriers qui vivent des vies de patachons, en gros, en étant dans des hôtels garnis et en dépensant au jour le jour, et ainsi de suite. Donc voilà, en gros, leurs conclusions les plus politiques, qui ont été fortement discutées, évidemment, à l'époque. Mais évidemment, le poids du livre, et je le dis à la fois au sens propre et au sens figuré, leur donnait une très grande autorité. Les ministères se sont immédiatement procurés ça, et ainsi de suite. Ça va, oui. Est-ce que, apparemment, vous avez beaucoup travaillé sur les statistiques. Est-ce que vous êtes allé à la bibliothèque Fornès? Est-ce qu'il y avait des modèles déposés? Est-ce que vous avez trouvé des planches? Et vous elle est un peu spécialisée dans les métiers. Et puis, une dernière petite chose, parce que c'est quand même rattaché plus ou moins au luxe, qu'est-il advenu pendant la guerre de 14? Est-ce qu'elles ont été réquisitionnées pour devenir munitionnettes, ou est-ce que ça a continué? Alors, merci beaucoup pour ces suggestions, et j'avoue j'ai très honte, mais je ne suis toujours pas allée voir ça à Forney. Je pense que j'avais un complexe vis-à-vis des historiens d'art au départ à m'intéresser à ce sujet, et donc j'ai dit ouais, je fais des choses sur les patrons, la concurrence, c'est pas grave et tout ça. Et là je m'y suis un peu réintéressée grâce aux archives de Paris, et je suis pas encore allée voir, mais il faudrait. Et je ne sais pas non plus pour la guerre, mais effectivement les fabriques forcément n'étaient pas très transformables en quelque chose d'utile pour la défense. Je ne suis pas sûre que ce soit les ouvrières qui aient été les plus enclines à être transformées en munitionnettes, dans la mesure où elles gagnaient assez bien leur vie comme ça. Mais sans doute que les débouchés dans l'immédiat étant moindres, c'est une hypothèse tout à fait plausible, mais je ne sais pas si on a des sources sur ça, probablement qu'on pourrait en trouver. Il y a une très belle enquête de l'Office du travail en France, qui est vraiment le parallèle de l'enquête new-yorkaise, mais qui est juste avant la Première Guerre mondiale, 1909 de mémoire, qui détaille la vie des ouvrières en fleurs à cette époque-là. Mais je ne sais pas ce qu'on pourrait utiliser pour... Mais c'est une très belle question. Désolée de ne pas avoir de meilleure réponse. Oui, vous avez parlé d'une école actuelle qui faisait des fleurs artificielles, mais vous n'avez pas cité le nom, s'il vous plaît. C'est très mal, oui. Je peux vous le retrouver facilement, mais j'ai perdu... ça, c'est un lycée dans le 16e arrondissement. Octave Feuillet, exactement. Merci. Excusez-moi. C'est un lycée qui a une classe petite, une section, voilà, on appelle ça une section, excusez-moi, qui continue à apprendre ces savoir-faire-là, sachant que la maison la plus connue de fabrication de fleurs aujourd'hui, c'est Le Marié, qui donc est un des principaux débouchés du lycée en question. Est-ce que vous donnez cette conférence à Sciences Po? Et est-ce que les étudiants sont
intéressés? Ça serait bien, oui, j'ai repris ce truc avec les logos parce que j'aime bien mon laboratoire et qui sont sympas. Mais non, ça serait bien. J'ai donné un cours de 2e année sur l'histoire du capitalisme où j'essayais d'expliquer que le travail au 19e siècle, c'était pas que germinal en fait. Et donc je prenais beaucoup l'exemple de la fabrication des fleurs artificielles. C'était extrêmement difficile à se représenter pour les étudiants. Enfin, ils ont vraiment l'impression que le travail dans le passé, c'était soit le travail des champs, soit la mine. Et tout cet aspect d'industrie de luxe et de mode qui quand même avait une grande importance économique et sociale est difficile à imaginer. Alors je pense que c'est vraiment très pertinent dans le contexte y compris des débats d'aujourd'hui sur le code du travail en réalité, de comprendre tout ça se passe avant la reconnaissance du salarié en tant que tel, avec une situation où, comme je l'ai dit, les frontières ouvriers-entrepreneurs ne sont pas forcément très claires. Et pour autant, ça ne veut pas dire que tout le monde était heureux et vivait dans le monde des bisounours. Il y avait beaucoup d'exploitation dans tous les domaines, mais avec des formes de régulation finalement pas si éloignées de ce qui est en train de se créer aujourd'hui aux frontières du salariat et de l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'aimerais bien que les étudiants de Sciences Po, notamment pas ceux en histoire, qui sont un tout petit groupe, mais ceux qui veulent être managers ou hommes politiques ou je ne sais quoi, s'intéressent à ces choses-là. C'est pas totalement gagné. Mais c'est quand même Sciences Po qui subventionne l'enquête que j'ai en cours avec 2 collègues états-uniens, Claire Croston et Steve Kaplan, sur l'histoire de l'apprentissage en France au XVIIIe et XIXe siècle. Donc ils s'intéressent beaucoup aux métiers d'art et de luxe, puisque c'était beaucoup là où l'apprentissage a été maintenu au XIXe siècle. Donc, pas que aux fleurs, mais on en parlera. Oui, vous parliez de la rue Nazareth. Je ne sais pas si, moi, en faisant des recherches justement généalogiques, je me suis rendu compte que dans ce quartier, dans cette rue, il y avait beaucoup de fabriques de papier et de papier peint. Et donc, peut-être papier peint, papier, donc faire des fleurs artificielles, c'était donc quelque chose. Et puis, là, il y avait une dame qui posait la question par rapport à la guerre 14. Moi, j'ai un grand-père qui a donc fait Verdun et tout ça, et il nous parlait qu'il y avait beaucoup d'artistes qui faisaient des décors factices. Et donc, beaucoup de personnes ont fait dans les ateliers pour masquer tout ce qui était les premiers, on va dire, chars ou les premiers canons, ou des arbres même artificiels. Enfin, ils ont, dans certains ateliers, justement, à Paris, alors je dois avouer que je ne sais pas l'adresse, mais ils ont fabriqué beaucoup de choses factices. Et donc, il y a tout ce qu'on appelait le monde artisanal qui a donné beaucoup de temps pour aider les soldats à ce niveau-là. Oui, le camouflage, mais c'est vrai que... Oui, c'est les artistes des Beaux-Arts qui ont fait la conception du camouflage, mais c'est possible que des ateliers qui avaient une bonne expertise dans la teinture des tissus, ou peut-être pas forcément les fleurs, mais puissent avoir travaillé... Enfin, parce qu'après, il fallait faire le dessin, mais il fallait aussi voir que la teinture prenne bien sur les bons tissus et ainsi de suite. Donc, ça serait intéressant à regarder de plus près. Oui, c'est sûr qu'il y a des liens avec la fabrication de papier. Alors, pas forcément de papier peint, mais là, il peut y avoir des circulations de main-d'œuvre, parce que les fabriques de papier peint employaient énormément d'enfants. C'est une des seules industries à Paris qui a longtemps continué à employer des enfants en infraction avec la loi, c'est-à-dire y compris moins de 12 ans. Et donc on peut imaginer que certains passaient de ça à, quand ils étaient un peu plus grands, des ateliers de type fleurs artificielles, éventail, enfin des choses plus qualifiées. Et puis il y avait des fabricants de papier de qualité et de fantaisie, en fait, comme on appelait, qui fournissaient une partie du matériau pour les tiges. Mais ça serait à regarder un peu mieux. Alors Jeanne Gaillard avait un peu fait ça notamment, mais ça serait passionnant de faire des monographies par immeuble en fait, ou par petits bouts de rue, parce que même la rue Notre-Dame de Nazareth, elle est un peu longue pour la faire en entier, mais en regardant tout ce qu'il y a dedans. Alors le problème c'est qu'à Paris on n'a pas les listes nominatives des recensements pour le 19e siècle, mais à partir du cadastre on peut déjà voir pas mal toutes les activités industrielles et artisanales qui coexistent. Alors moi, je voulais vous remercier et je voulais encore aussi vous poser une question donc, au sujet du déclin de ces fleurs artificielles. Et moi, je pense plus particulièrement aux couronnes de mariée qui ont longtemps été exposées sur les commodes de nos ancêtres. Donc, est-ce qu'il y a un lien ou une suite aux fleurs artificielles à travers ces branches de fleurs d'oranger ? Merci. Oui, c'est effectivement, merci beaucoup, c'est le domaine dans lequel la technique s'est maintenue un peu plus tard dans le XXe siècle. Et des gens essayent pas mal de la faire revivre aujourd'hui. J'ai rencontré tout à fait par hasard dans une foire près de chez moi, comme ça, quelqu'un qui avait tout un matériel de fleurs artificielles, mais fait assez tard dans le XXe siècle, spécifiquement pour faire des fleurs d'oranger, pour les couronnes de mariée.
Donc c'était à la fois aussi ce qui était le plus répandu au XIXe siècle, même dans les milieux populaires, si on voyait des fleurs artificielles une fois dans sa vie, si c'était pas une décoration d'église, c'est que c'était la couronne de mariée. Et effectivement, on les conservait sous des globes déjà au XIXe siècle. Et c'est effectivement la chose qui s'est maintenue le plus tard jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des gens aujourd'hui, j'ai vu des sites web et même des propositions de crowdfunding pour relancer ça avec éventuellement des formes un peu plus inventives ou d'autres usages que les couronnes de mariée, mais repartir de cette idée de la couronne de mariée qui est bien fixée dans les mémoires. Donc c'est ce qui est resté au XXe siècle, mais avec, alors j'en ai une perception très... c'est seulement des hypothèses à ce stade, mais avec une fabrication du coup un peu plus décentralisée, avec moins de tours de main extrêmement précis. Parce que les fleurs d'oranger, déjà au 19e, c'était vu comme une des fleurs les plus faciles à faire, comme les petites fleurs en général en fait. Le lilas par exemple, et ainsi de suite, parce qu'on voit moins les détails en fait. Il n'y a pas à peindre chaque pétale séparément de façon... Donc la petite fleur, c'était déjà un peu une spécialité moins qualifiée au XIXe siècle, et c'est ce qui s'est maintenu à travers la fleur d'oranger, donc pas spécialement à Paris. La perception que j'en ai, qui resterait vraiment à étudier, ce qui resterait vraiment à étudier de plus près, c'est qu'on en avait un peu partout en province, des fabriques de fleurs d'oranger. Donc les outils qu'on peut voir faire surface par moment aujourd'hui viennent souvent de ces fabriques-là, mais c'est bien les mêmes types d'outils qui servaient à faire des roses et autres. Non, au XXe siècle, dans les années 60, c'était la mode des fleurs en plastique. Il y avait des petites usines. Enfin, je sais que ma mère a travaillé là. Elle faisait des fleurs, des lilas, des roses et tout. Il y avait quand même un certain tour de main. Et maintenant, on a l'impression que chez certains fleuristes, il y a aussi des fleurs artificielles qu'on trouve dans les cimetières ou qu'on trouve même dans certains immeubles. Aujourd'hui, c'est plutôt du plastique et du coup, c'est des modes de fabrication un peu différents où souvent, c'est l'ensemble de la fleur qui est moulé en une fois plutôt que des pétales séparément et ainsi de suite. On a quelque chose de beaucoup plus industrialisé. Mais c'est vrai que c'est un des héritages de cette industrie-là. Et je pense qu'avec aujourd'hui la connotation cimetière qui domine en fait et qui fait que c'est pas évident d'imaginer, mais bon après tout, puisqu'il y a eu une mode en effet dans les années 60 d'en mettre ailleurs que dans les cimetières, peut-être que ça reviendra à un moment. Moi j'en ai dans mon bureau. Mais c'est moins joli que celle du 19e siècle. Oui, non, il y en a qui sont quand même bien faites, hein, ouais. Je pense qu'il y en a qui sont un peu artisanales du coup, mais je ne sais pas du tout si c'est quand même... parce que souvent, ça reste des matériaux différents, en fait, c'est-à-dire du plastique plutôt que du tissu aussi pour la durabilité, hein, parce que les couleurs des tissus ne duraient pas beaucoup. Alors si c'est de la soie, ça doit être fait avec les mêmes outils qu'au 19e, tandis que quand c'est du plastique, je pense qu'on a des ressources différentes pour le mettre en forme, par exemple, des procédés très différents de ceux qui peuvent s'appliquer à un tissu. Bon, du coup, si vous avez des traces de témoignages de votre maman là-dessus, moi, ça m'intéresse beaucoup d'essayer de retrouver. Si vous avez une idée de l'endroit ou etc., n'hésitez pas à mettre un petit message. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez considérer que la chaîne Un jardin en plus, où ils font tout sur les bases des fleurs, en tissu, papier, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, Un jardin en plus, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de on va dire, magasins qui sont en chaîne et un certain nombre de jeunes sont des personnes qui sont à rassembler des objets de ce genre de facture. Non, c'est vrai qu'en fait, c'est pas tout à fait les mêmes usages qu'à l'époque, au sens où l'usage chapeau est à peu près disparu, mais on n'a pas, je pense qu'on n'a pas de disparition du pouvoir symbolique des fleurs dans la société, hein, sur lequel il y a de très beaux ouvrages de l'anthropologue James Goody, de l'historienne Christine Velu. Ça se transforme, effectivement, la fleur du 19e n'est plus celle du 18e, comme j'ai dit, où on avait plus de fleurs fraîches. Celle d'aujourd'hui, elle est plus sur les chapeaux, mais si vous avez raison, je pensais moins à la décoration de maison. Mais dans la décoration de maison, il y a énormément de formes de fleurs faites avec différents matériaux. Donc tant que les techniques exactes du 19e sont en plus encore transmises dans un lycée et quelques maisons, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Oui. Et dans les couronnes mortuaires, on a là aussi toute une gamme, depuis le bas de gamme en plastique jusqu'à des choses plus élaborées. J'ai l'impression quand même que dans la couronne mortuaire, souvent on vise une durabilité qui fait qu'on n'est pas du coup sur les mêmes procédés de tissus très élaborés, mais qui se défraîchissent vite au soleil, en fait, que ceux de la mode ou du luxe du 19e siècle. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Quelqu'un veut le micro, parce qu'il faut s'exprimer dans le micro, ça n'a pas changé.
Fleur d'oranger en Eure-et-Loire, qui est très beau. Donc, Merci. J'ai oublié le nom de la petite ville, mais c'est dans une grange. Il y a une centaine de globes avec des couronnes de mariée à l'intérieur. Ouais, ça doit être le monsieur que j'avais croisé dans une foire qui venait présenter ça. Ouais. Bon, on essaiera de retrouver les références. Pour rebondir sur ce que la dame a dit à propos des fleurs artificielles de rue de Buzenval, si j'ai bien compris, ma belle-mère, née en 1917, disait que dans le quartier du Père-Lachaise, rue des Pyrénées, où elle habitait, toutes les loges de concierge, ou presque alentour, étaient occupées, faisaient travailler des femmes à la fabrication d'objets mortuaires, de couronnes en perles. Alors là, c'était en perles qui se faisaient à façon, et donc de petits objets pour mettre également dans les aquariums. Enfin bon, elle a vu ça. Et beaucoup de gens, paraît-il, rue des Pyrénées, travaillaient chez elle à fabriquer ce genre d'objets, qui est loin de la fleur artificielle. Pas si loin que ça, en fait, parce que c'est vrai qu'il y avait des discussions sur... c'était en partie les mêmes marchands qui vendaient tout ça. Et au 19e, les couronnes en perles, c'était beaucoup la fabrication de couvents. Et puis la main-d'œuvre de couvent ayant quand même fortement réduit au XXe siècle, ça s'est probablement déplacé vers ces fabrications à domicile. Mais c'est vrai que je suis passée un peu vite sur la fabrication à domicile en disant que c'était plus répandu à New York qu'à Paris, ce qui est vrai. Mais à Paris, c'était quand même beaucoup plus répandu aussi à la Belle Époque et surtout dans l'entre-deux-guerres que sous le Second Empire. Donc mes grands ateliers de 10 à 100 personnes, ils se sont petit à petit transformés pas mal en sous-traitance de travail à domicile. Et effectivement, juste avant et juste après la Seconde Guerre mondiale, dans ces quartiers populaires de belles villes, notamment, mais pas exclusivement pour des immigrants récents, que ce soit des immigrants depuis la province ou depuis l'étranger, le travail à domicile était évidemment la chose la plus facile à mettre en œuvre, notamment à certains moments pour les étrangers lorsqu'il ne leur était pas permis de travailler dans des fabriques. Ils pouvaient quand même prendre du travail à domicile. Donc oui, Belleville a été un grand atelier pour plein d'industries différentes et certainement aussi pour la fleur artificielle juste avant, juste après la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a encore une question? On s'en tient là. Donc je pense qu'on arrête là. Oui. Je vous rappelle... Oui, alors je suis facile à trouver avec Google, mais donc sinon c'est clairelemercier@sciencespo.fr avec Sciences Po tout attaché. Comme Claire Lemercier l'a un peu annoncé dans sa conférence, elle a parlé effectivement des prochains sujets qui porteraient sur le bronze. Donc c'est effectivement la prochaine qui se tiendra le 17 mars à 17h, toujours aux Archives de Paris. Et puis la suivante, le 24 mars, qui s'attachera à parler de la contrefaçon, donc des créateurs face à la contrefaçon. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence et bonne soirée à tous. Voilà.